Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui met en lumière les personnalités inspirantes. Cette semaine, je reçois Clio Loury, infirmière au SAMU à Toulon, qui a transformé ses rêves d'hélicoptère en une carrière inspirante. Ensemble, on parle de son parcours, de sa future vie d'hypnothérapeute et de sa vision du sens de la vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Tu vas rester à cette distance ? Ouais, c'est bien, non ? Tu vas voir, au plus t'es proche du micro et au plus ça fait la voix suave. Mais t'as vu quand tu te rapproches ? Ah ouais. Eh oui, ça fait une autre qualité. C'est comme tu veux, en fonction de l'ambiance que tu veux donner au podcast. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui éclaire les chemins de vie. Aujourd'hui... Ah ça y est, c'est déjà mort de rire, c'est foutu, mon intro est foutu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clio. Salut Seb. Ça va Clio ? Impeccable. T'es contente d'être là ? Très contente. Cool, ça me fait plaisir, t'as le grand sourire. Ouais. Les gens ne te voient pas puisque c'est radiophonique. Non, c'est ça. Mais je vous confirme, elle a le grand sourire. Ouais. Je voulais t'inviter pour que tu puisses nous parler un petit peu de toute ton expérience. Alors je spoil direct, en tant qu'infirmière au sein du SAMU. C'est ça. France-Toulon. 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 France-Toulon, C'est exact. quoi ? C'est le SAMU France d'ailleurs ou c'est SAMU Toulon ? Non, c'est par Var. Mais là, c'est SAMU du Var. C'est par département. Il y a un SAMU par département. Je commence très mal, bravo. Tu bosses pour le SAMU du Var. Ouais, c'est ça. Au SMUR de Toulon. Le SMUR de Toulon. Exact. Ah, ouais. yes. Ça fait 18 ans que je suis infirmière. 18 ans déjà que t'es infirmière ? Ouais. Mais je te vois pas si vieille. C'est le mec sympa. J'ai 39 ans. T'as 39 ? Eh ouais. Ah ouais. Donc j'ai commencé... le mec, il va avoir 45 là, Ouais, à la fin de semaine. Oh, déjà ? Ah ouais. Déjà 40 ? Ah ouais. Waouh. Ouais. C'est chaud, 40. Ouais. J'ai commencé toute jeune, j'avais 21 ans. Donc j'ai fait de la réanimation pendant 2 ans, adulte. Après, j'ai fait des urgences adultes et pédiatriques. Et là, du coup, ça va faire 14 ans que je suis au SAMU. T'es maman ? Je suis maman de 2 enfants. Maman, 2 enfants. Je crois une grande et un petit. Ouais. Un peu plus petit. Ouais, 11 ans, 2 ans. Et avec mon mari, on est une famille recomposée. Donc il y a 3 enfants à la maison. 3 enfants à la maison. Voilà. Ça, c'est cool. C'est pas trop la misère, 3 enfants à la maison ? Il y a des semaines, c'est un peu chargé. C'est un peu sport. Un peu sport. Parce qu'en plus, avec un métier comme ça, je suppose que ça doit être ouais, sport. C'est vrai. Mais on est bien entourés et on arrive à bien s'organiser. C'est cool. T'as toujours fait ça comme métier ? J'ai toujours fait ça comme métier. D'accord. Toi, tu sors du bac. Je sors du bac. C'est comme ça que ça marche ? Ouais, je passe mon bac et mon concours d'infirmière en même temps. Dans la foulée. Je prépare mon concours en même temps que mon bac toute seule. Et le jour des résultats du bac, je sais que j'ai le bac et le concours d'infirmière. Donc en septembre, je rentre à l'école. L'élève parfaite. Ouais, c'est ça. Mes parents auraient kiffé. Je sais qu'ils écoutent le podcast. On en reparlera dans un repas de famille. Je suis l'élève, tu vois, qui est passé juste au bac. Putain, c'est parfait, quoi. Juste, mais ça suffit, quoi. Et ouais. Quand tu commences l'école d'infirmière, ça va ? Tu te trouves pas trop jeune pour commencer l'école d'infirmière ? Ouais, je me trouve jeune. Je suis de suite confrontée à des trucs... J'ai pris 10 ans, 6 mois d'expérience de vie. Oh là là, ouais. Là, t'arrives dans un autre monde. Hein. Si. Ça m'a énormément apporté. J'ai été confrontée à des situations. Là, t'as 21 ans, t'atterris. Hein. Mais rien que mon premier jour de stage d'élève infirmière, mon tout premier jour, je me retrouve dans un service de médecine. Et là, l'infirmière, elle me dit « Ça sonne à la 104 ?» Oui. C'est bien. Et vas-y, tu vas voir ce qu'il y a. Et là, il fallait accompagner un monsieur de 100 ans, tu vois, l'accompagner et l'amener aux toilettes et le changer et tout ça. Et moi, j'avais jamais fait ça, quoi. J'avais 18 ans quand je suis rentrée à l'école d'infirmière. Je sortais du bac, j'avais 18 ans. Oui, donc t'as 18 ans et tu dois faire ça. Et là, je dois faire ça. On m'a pas appris comment. J'ai jamais rencontré un patient de ma vie. J'arrive dans cette chambre et je suis seule, quoi. Et pendant ce stage-là, premier stage, je fais face déjà à la mort, aux toilettes mortuaires. Je me retrouve dans des situations d'intimité hyper fortes. Et j'ai fait 1 mois d'école avant ça. Et t'arrives là-dessus, quoi. Ça te surprend ? Ça te confirme que c'est ça que tu veux faire ou pas ? Moi, je voulais être infirmière, mais je savais très bien où je voulais travailler. Je voulais travailler dans les hélicoptères. D'accord. Je voulais être dans le domaine de l'urgence, en fait. Donc, tous ces stages-là de médecine, de chirurgie, j'étais pas à ma place, mais je savais pertinemment qu'il me fallait le diplôme d'infirmière pour faire ce que je voulais, tu vois. C'est comme le bac, c'était pas mon truc, ces études-là, mais je savais qu'il me le fallait pour accéder à ce métier. Et au final, c'était des stages où je me disais, prends ce qu'il y a à apprendre, occupe-toi des gens, parce que ça, le relationnel avec les gens, tu aimes. Mais ça me faisait pas rêver. Mais je savais pourquoi je le faisais. Mon rêve, c'était ça, c'était d'intervenir en hélicoptère. Je voulais ça, je voulais monter dans les hélicos. Je suis dans une famille où mon père, mon frère ont bossé dans les hélicos, etc. Et je voulais faire ça. C'est génial d'avoir ce truc-là en tête aussitôt. C'était mon rêve. Je trouve ça trop bien.
C'était mon rêve. Quand je suis diplômée à 21 ans, du coup... donc jeune, ça me paraît jeune. Ouais. Okay. Et je rentre dans un service de réanimation à Marseille. Ça doit être réanimation, c'est les gens qui sont... après des opérations qui sont entre la vie et la mort, c'est ça, réanimation ou pas ? Ouais, qui sortent d'opération, oui. Lourde. Ou alors... pas forcément ? Ou pas forcément. Nous, on était une réanimation moi, je vois médicale. Réanimation, c'est mon côté... c'est le dernier service, en fait. Il n'y a pas de service où t'es plus grave qu'en réanimation, en fait. Quand même. Il y a un truc... c'est pas fou, quoi, réanimation. Hein. C'est ça. Et j'ai bossé là parce que je voulais avoir des bases solides C'était un service qui était très, très, très réputé et qui était très strict, où il y avait une grosse rigueur, etc. L'exigence au niveau des protocoles, des trucs comme ça, c'est ça ? Exactement. J'ai énormément appris dans ce service, mais je voulais commencer par là pour me donner une bonne base, en fait, de cadre, on va dire. Et après, comme c'était un service très fermé, la réanimation, je reste un peu moins de 2 ans. Et après, je vais aux urgences. Là, déjà, je m'éclate un peu plus. Enfin, je m'éclate différemment. Là, c'est beaucoup de patients. Et dans le beaucoup de patients, il faut arriver à repérer rapidement ceux qui sont graves, ceux qui sont pas graves, pour organiser, on va dire, ta journée de travail. Ouais. Mais là, déjà, je me rapproche de Toulon parce qu'il y a le SAMU. Et que je sais que, comme ils font le secours en mer, en plus, je sais que c'est ça que je veux faire. Et au bout de 3 ans aux urgences, je postule et je suis prise au SMUR. J'atteins le Graal. Le Graal, c'est ça dont je rêvais. Comment ça marche quand on touche le Graal d'un boulot ? Mon arrivée, elle a été différente de celle que j'imaginais. Elle m'a plutôt déstabilisée. Mon arrivée, elle s'est faite où j'étais fière d'y être, mais où c'était quand même un peu inconfortable. Et ça prend un peu de temps avant de faire sa place. Je trouve qu'il faut un peu de temps avant de faire sa place dans cet endroit-là. Et par contre, faire ses preuves, c'est quoi que tu... Ouais, moi j'ai trouvé qu'il fallait faire ses preuves. Il m'a fallu un petit peu de temps. Et aujourd'hui, je sais pertinemment que c'est ça que je voulais faire. J'y suis arrivée, quoi. C'est ça que je voulais faire, tu vois. Et le secours en mer, ça représente une toute petite partie de notre travail. Mais je me rappelle un jour, je pars faire un secours en mer sur un porte-container au large de Fos-sur-Mer, donc là où il y a mes parents. Et en fait, quand je suis assise dans l'hélico, que la porte, elle s'ouvre et que là, je vais être rayée sur le bateau et que je suis... Comme dans un film, là. Là, je me rappelle, il y avait coucher de soleil. Et là, ce jour-là, je me suis dit, putain, t'y es arrivé. Tu vois, ton rêve, il est là. Profite, ces moments-là, ils sont courts, les phases de treuillage et tout. Mais je me dis, vas-y, prends à fond. C'est ça que tu voulais faire, t'y es, tu vois. Profite, quoi. Et ça fait très cinématographique quand tu le racontes. C'est vrai ? Ouais, il y a un côté, le soleil se couche. Je descends d'hélico, on est les treuils, et là, on voit le truc, ça fait là, très film. J'ai une image figée de ce moment. Enfin, c'est ouf. Ah ouais, ce moment-là, je m'en rappellerai. Voilà, là, j'ai kiffé vraiment, tu vois. Au quotidien, je kiffe vraiment mon boulot, c'est pour ça que j'étais faite. Je sais que je suis au bon endroit. Tu veux bien, j'aimerais bien parler du boulot au SAMU parce que je trouve ça fascinant. Ah oui. Ouais, ça m'a toujours fasciné. Alors déjà parce que je vous ai souvent appelé. Le mec, il est wanted. Je suis un peu hypochondriaque. Ben, vous avez mon numéro. À chaque fois, on me dit direct « Ah ben tiens, Sébastien, comment ça va ?» Tu vois, on me tutoie et tout. C'est cool. Mais merci déjà pour ça, pour toute l'équipe, s'ils écoutent. Un gros bisou. Je le fais moins. Promis, je le fais moins depuis un moment. Je trouve ça fascinant, le SAMU, dans ce que vous gérez d'urgence et dans les situations extrêmes, je suppose, dans lesquelles vous êtes amené à intervenir. Mm-hmm. Je trouve que c'est un métier qui rappelle constamment le peu de choses qu'on est. Exactement. Tu vois, ça, c'est un truc, dans le boulot, très souvent, ça m'est venu, ça, de me dire ouais, on n'est pas grand-chose. Et en fait, il faut profiter de ce temps-là, parce que tout peut basculer du jour au lendemain. C'est quelque chose que j'aime bien avoir à l'esprit, ça. Ça m'apprend l'impermanence, et ça m'aide à chaque fois à me dire qu'il faut profiter des moments tant qu'ils sont là, c'est clair. Après, on est extérieur aux situations, tu peux pas être imprégné. Heureusement qu'on n'est pas touché. Oui, tu n'as pas l'engagement émotionnel et affectif. Exactement, on n'a pas l'engagement d'une famille. Et heureusement, parce que c'est pas ce qu'ils attendent de nous. Évidemment. Pour moi, c'est ça, avoir de l'empathie, ça permet de pouvoir
être bienveillant avec les gens quand ils ont besoin de toi, mais ça... Dans la prise en charge, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, toi, il faut que tu aies un boulot à faire. Et... faire le taf. Et après, une fois que le taf, il est fini, des fois, tu peux être un peu plus imprégné émotionnellement selon les situations sur lesquelles tu tombes. Et ça arrive à tout le monde, parce qu'on est des êtres humains. Mais après, dans la majorité des cas, l'intervention, elle se termine. Hop, la voiture, on ferme le coffre, on repart. Et puis, on peut être appelé sur quelque chose de nouveau. D'accord. 10 secondes après. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, avec ton regard d'adulte, qu'est-ce qui est en décalage ou qui est en cohérence avec le regard que tu avais quand tu étais enfant ? Tu vois ce que je veux dire ou ça veut rien dire ce que j'ai dit ? Non, quand j'étais petite, je le voyais... je pense qu'il y a des choses qui sont similaires, tu vois. C'était... même si moi, je m'en rappelle pas, mes parents, ils me disent, t'as toujours eu la volonté d'aider les autres. T'as toujours eu ce truc-là. Donc ça, quelque part... je pense que c'était en moi et c'est pas arrivé là par hasard. Après, peut-être que je voyais ça de façon un peu plus spectaculaire quand j'étais petite. En fait, tu vois, quand je suis dans un hélicoptère, je trouve rien de spectaculaire, mais quand je suis à l'extérieur et que je le vois voler, je trouve toujours ça spectaculaire. Ah, c'est excellent. Tu t'es presque habitué au côté spectaculaire de l'hélicoptère. Habitué. Aujourd'hui, tu prends l'hélicoptère comme moi, je prends le bus. Bien sûr. Le 3. Bien sûr. Okay. Le 3. Le mec qui précise. Le 3. Ok. Il y a ce biais cognitif qui est on s'habitue à tout. En fait. Même l'exceptionnel, on s'y habitue. Parce que oui, peut-être c'est exceptionnel pour toi, mais ouais, ça l'est pas pour moi. Mais quand je le vois voler et que mon fils dit oh maman, je suis là, je le regarde avec lui et je dis waouh, ouais. Et toi, quand t'es dedans, c'est allez, let's go au boulot, c'est quoi. Ça. Ouais, let's go au boulot. Tu parlais de la relation d'aide et que on t'a toujours dit que t'étais quelqu'un qui avait envie d'aider les autres. C'est dur d'aider les autres ou pas? Ben non, moi je le vois comme... c'est comme ça, je pense que c'est en nous, tu vois. C'est ça qui donne un sens, en fait, je trouve, à la vie. C'est ça qui donne un sens à ce que je fais, un sens aux interventions. C'est pas ce que je vais faire en technique, en fait, c'est la relation que je vais avoir avec les gens en inter qui donne un sens, vraiment. Qu'est-ce que tu peux leur apporter dans ce moment où ils t'appellent et probablement... parfois, ça fait partie... T'es là dans un instant des plus difficiles de leur vie. Et qu'est-ce que, en fait, tu peux leur apporter à ce moment-là ? Quand ils t'appellent et qu'ils ont besoin de toi, de quoi ils ont besoin ? Ils ont besoin de technique, parce qu'effectivement, techniquement, tu dois faire des choses pour la personne en question. Mais humainement, qu'est-ce que tu peux leur apporter ? Parce que ce que tu vas leur apporter à ce moment-là, c'est ce qui va être ancré dans le souvenir de ce moment de vie, tu vois. Mmh. Et je pense que notre attitude, elle fait aussi que... la situation, elle peut être vécue un peu différemment ou du moins peut-être de façon plus apaisée. Moins traumatisante, j'ai ça qui me vient quand on dit, ou non, ça reste quand même souvent des... après, ça dépend de ce que c'est, tu vois, ça dépend de ce que c'est. Bien sûr que quand il y a des gens que c'est un décès inattendu, etc., bien sûr que ce moment, il sera ancré comme traumatisant dans leur vie, mais néanmoins, si tu arrives à être un peu empathique, à apporter un peu de douceur, à être bienveillant, à être présent pour les gens... Tu peux toujours faire quelque chose si tu veux. Après, le ressenti qui sera ancré, ce sera le leur. Mais je sais qu'il y a des fois, par exemple, sur des situations de soins, je sais que, par exemple, par l'hypnose, tu peux apporter une modification de la prise en charge et qui fasse que peut-être que ce soin-là, s'il doit être revécu plus tard, il sera vécu d'une autre façon. Parce que la première fois, ça aura été vécu avec plus de sécurité, avec un ressenti différent. Et ça, on peut apporter ça. Et ça, c'est intéressant. Tu parles de l'hypnose. Tu t'es formé du coup en tant qu'hypnothérapeute et je spoil un peu la suite, mais je crois que tu vas nous raconter qu'aujourd'hui tu montes ton entreprise en lien avec ça. Ouais, c'est Comment ça. t'en viens à te former en tant qu'hypnothérapeute, c'est ça ? Ouais. J'ai eu envie à un moment donné de m'intéresser à d'autres façons de pouvoir soigner. Et entre autres, il y a quelques années, je me suis formée à l'hypnoanalgésie. Donc c'est utiliser l'hypnose pour diminuer en fait la douleur. La douleur, c'est ça. Voilà. Okay. Cette formation, ça a été une révélation.
J'avais jamais connu d'hypnose avant ça, si tu veux. Et le fait de pouvoir apporter ça, j'avais trouvé ça fascinant. Donc, je commence à le mettre en place au boulot, etc. Et à côté de ça, il y a d'autres formations qui me titillent un peu, quoi, tu vois. Donc, pour l'émotionnel, je découvre les fleurs de bac et je me forme premier, deuxième niveau et pour les enfants. Et à l'hôpital, on forme aussi à l'énergétique. Ça s'appelle la RESC, la résonance énergétique sous-cutanée. Ok. Ah ouais, je connaissais pas. Voilà, et c'est réservé aux professionnels de santé. Et où pareil, tu peux diminuer la sensation douloureuse, où tu peux apaiser l'anxiété, etc. Et en fait, l'hypnose, vraiment, coup de cœur. Et j'essaye de pratiquer en inter et puis en dehors aussi. Et là, je me lance. L'année dernière, je démarre une formation sur Marseille, une formation sur 2 ans pour faire de l'hypnose thérapeutique, des thérapies brèves orientées solutions et de l'EMDR. Ça m'a tellement apporté l'hypnose juste conversationnelle dans l'échange avec les gens, tu vois. Tu modifies ta façon de t'adresser aux autres. Je trouve que j'ai appris à écouter. Vraiment. Et ça, c'est hyper important parce que je m'aperçois qu'on ne t'apprend pas vraiment à écouter les autres, même quand tu es dans ces métiers-là. Donc là, je les écoute vraiment. D'accord. Ça permet d'entendre aussi leurs besoins et ça permet d'adapter, je trouve, aussi ta posture. De pas vouloir t'empresser à répondre, je trouve que tu arrives mieux à analyser le besoin de la personne. Tu sais, des fois, tu as des gens, ils veulent pas aller à l'hôpital. Tu arrives chez eux, ils sont des fois dans des états gravissimes et ils veulent pas aller à l'hôpital. Soit tu peux les confronter direct et en fait leur dire il faut y aller, sinon vous êtes mort, sinon vous allez mourir, machin. Soit tu te poses vraiment et tu essayes de comprendre pourquoi. Et là, en fait, quand tu as compris le pourquoi, c'est plus facile d'apporter une discussion où tu vas essayer toujours de montrer que oui, ils ont vécu quelque chose. Oui, peut-être il y a telle personne qui est décédée à l'hôpital ou la dernière fois qu'ils sont allés, il y a eu une erreur médicale ou il y a eu... Ok, mais ça, c'était il y a tant d'années, c'était avec telle personne, c'était... Et tout ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Et tu vois, et l'hypnose conversationnelle, vraiment, ça m'a appris à les écouter différemment et vraiment à identifier les besoins. Écouter vraiment, c'est pas je veux pas aller à l'hôpital, c'est en fait je veux pas y aller parce que il s'est passé ça et qu'aujourd'hui, ça a tel ressenti douloureux pour moi. Donc, ça permet de voir les choses différemment. L'hypnose, c'est pas pour endormir les gens. En fait, l'hypnose, c'est un outil. C'est un état naturel déjà, parce que par exemple, quand... Avant de t'endormir ? Non, c'est pas lui. Ça peut aussi, mais tu sais, par exemple, des fois, quand t'es en voiture, tu sais... Ah ouais, je vois. Et qu'à un moment donné, t'arrives et tu te dis « Putain, mais comment je suis arrivée jusque-là » Tu vois ? Carrément. Et là, en fait, tu t'es mis en état d'auto-hypnose. D'accord. C'est un état naturel. Le professionnel, il va être là pour venir modifier cet état de conscience. D'accord. Et c'est juste un état de conscience qui est modifié et qui te permet du coup de venir avoir accès à une autre partie de toi. À une autre couche, c'est ça, au niveau cérébral à une autre partie, un peu plus imaginative, un peu plus inconscience, un peu plus ce que tu veux. Et c'est là que c'est intéressant, c'est quand tu vas venir utiliser cette partie-là pour développer des capacités, venir chercher des ressources, venir aussi suggérer des choses plus positives, des choses dont la personne elle a besoin. Pourquoi est-ce que consciemment on n'a pas accès, tu vois, à tout ça ? Je sais pas. Parce qu'il y a des choses... C'est ça qui est fou, c'est que il y a des solutions qui sont si simples. Tu vois, sur des exercices qu'on a pu faire en hypnose, il y avait des solutions qui étaient mais tellement simples. Pourquoi est-ce que consciemment j'avais pas accès à ça ? Parce qu'après, je pense qu'il y a des biais qui viennent se mettre par-dessus. Il y a des expériences de vie. Je pense qu'il y a des blessures. Je pense qu'il y a des masques, des croyances, etc. Et je pense que tout ça, ça fait que c'est dur après d'avoir accès à l'originel. Ça vient chercher la vraie solution qui est en moi. C'est dans ce sens-là, originel, c'est que c'est la vraie, celle qui est bonne pour moi parce que lui, il sait, tu vois. Et après, consciemment, je peux aller la chercher et je vais pas la trouver, mais lui, il sait. Et c'est ça, quand on dit l'originel, oui, c'est que je suis sûre que c'est ça qui est juste, tu vois. Et quand tu t'es réassocié, que tu reviens, tu te dis, mais oui, ok. C'est évident. Ah ouais, c'est évident. Qui tu mets derrière lui ? Quand tu dis c'est lui qui sait ? L'inconscient. Mais on a une vie inconsciente qui est énorme. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Et cette vie inconsciente, je trouve que t'as des mecs comme Jung qui en parlent, qui sont allés chercher loin là-dessus. C'est là, en fait, que par exemple, ton intuition, elle va plus se développer. C'est là que, du coup, tu vas avoir accès peut-être à plus de créativité. Et c'est ça qui est intéressant, bien sûr. Ok.
Toi, quel conseil tu pourrais nous donner pour... alors déjà d'aller voir des hypnothérapeutes, non, je pense, ou t'as pas des petits exercices, des techniques qu'on pourrait Ben ça déjà, tu vois, à côté de l'hypnose, avant de m'intéresser à ça, déjà j'avais pratiqué la méditation. Tu vois, la méditation, je trouve que c'est très similaire à l'hypnose et c'est hyper intéressant. Parce que déjà, tu peux faire énormément de choses seul. Comme par exemple aussi, je fais du yoga, mais je fais du yoga nidra. Et le yoga nidra, on appelle ça le yoga du sommeil. On fait tout pour s'endormir. Tout. Ah oui, tout. On fait tout pour s'endormir. On se prépare au sommeil. On va se coucher, on va mettre des plaids, on va éteindre la lumière, on va laisser juste... Ah oui, on se prépare à s'endormir. On fait tout pour s'endormir. Il faut endormir son corps, endormir son mental. Et en fait, laisser juste sa conscience qui soit réveillée et qui oscille entre l'état de veille et l'état de sommeil. Tu vois, quand tu disais juste avant de m'endormir. Ouais. Et bien ça, c'est l'état de nidra. C'est celui qui est recherché dans ce yoga-là. Et tout ça, la méditation, le nidra, l'hypnose, je trouve que ça a des composantes très similaires. Et où, en fait, déjà, tu viens t'ancrer. Tu viens prendre conscience, tu vois, de ton corps. Ou tu viens te centrer sur toi. C'est un moment que pour toi. Et tu peux faire des tonnes d'exercices. Ça peut être sur la respiration, ça peut être sur l'ancrage, faire de la cohérence cardiaque, etc. C'est des moments, c'est des choses où tu peux venir faire ça, même des séances de 5 minutes seul, avec ton portable entre 2 rendez-vous, ou t'isoler. Et tu peux faire un retour au calme, tu peux faire un retour à l'ancrage, si c'est passé quelque chose qui t'a un peu chamboulé, etc. Et ça a de très bons résultats, ça, sur la baisse de l'anxiété, sur... ça, c'est très intéressant. Et tout le monde peut faire ça. Clio, on avance, le temps passe et on est déjà à la question de fin, à la question finale. C'est Toi, vrai. T'as écouté les podcasts? Ouais, j'ai écouté. C'est quoi le sens de tout ça, Clio? Trop bien. Tu l'as fait, c'est cool. J'ai même pas besoin de le dire. Alors, Clio, c'est quoi le sens de tout ça pour toi? Le sens de la vie? Pour moi, le sens de tout ça, tu vois, c'est le fait de transmettre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été là à un moment donné de ta vie et qui t'ont apporté des choses. Et ça peut être n'importe qui et ça peut être n'importe quoi. Et ça t'a peut-être sorti des fois de situations, ça t'a peut-être vraiment permis d'évoluer ou autre. Et le sens que moi je vois à tout ça, c'est de pouvoir aider l'autre comme on t'a aidé. Peut-être que tu pourras pas rendre à la personne qui t'a aidé de cette façon, mais si du moins tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre, tu vois, et ben ça fait comme une chaîne, une sorte de chaîne d'entraide. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui, et c'est pour ça que je veux développer l'entreprise, c'est parce que j'ai envie de pouvoir aider les gens comme on m'a aidé. Le MDR, ça m'a aidé, pour pas dire que ça m'a pas sauvé. Les fleurs de bac, ça m'a aidé dans des moments où j'étais chamboulée émotionnellement, mais à travers ça, il y a des gens qui m'ont guidée avec ces outils-là, etc. Et leur aide, elle a été tellement précieuse qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une façon de pouvoir être là pour des gens comme on a été là pour moi. Donc j'ai reçu, être capable d'accueillir aussi de ce qu'on a reçu et d'en profiter, parce que recevoir, c'est pas toujours facile pour les gens qui ont l'habitude aussi de donner. Et après, pouvoir aussi rendre à d'autres. Et pour moi, le sens de la vie, c'est tout ça, tu vois, c'est cette chaîne qui se fait entre les gens. Ouais. Où en fait, ça s'équilibre, quoi. Tu reçois et puis tu t'accueilles et puis tu donnes. Voilà. Et si tout le monde fait ça, tout le monde se fait bénéficier de ce qu'il apprend et s'entraide, en fait. Toi, tu le fais au quotidien? C'est comme ça que tu le pratiques? Tu reçois et tu redonnes? Enfin, c'est... Dans mon métier, je donne. Ouais, et oui, évidemment. Après, des fois, je reçois plus que d'autres. Parce qu'il y a des fois des situations où les gens ils sont peut-être moins en capacité, tu vois, d'être présents ou d'écouter ou d'échanger ou autre. Mais après, je sais que je vais recevoir d'autres personnes. Et puis surtout, le fait, je pense aussi, de prendre soin de soi dans un domaine où on prend soin des autres. Des fois, juste le fait de prendre soin de soi, ça permet d'équilibrer, tu vois, les choses. Ouais. C'est-à-dire, je donne d'un côté... Et même si là, je ne reçois pas, le fait que je vienne prendre soin de moi, là, ça vient équilibrer le truc. Et je pense que c'est aussi ça qui est difficile quand on s'occupe pas mal des autres. En tout cas, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Le fait de prendre soin de soi, de s'octroyer du temps, de faire des choses qu'on aime, etc., ça permet de venir équilibrer ce truc. Je suis totalement d'accord avec toi.
Et c'est vrai que c'est pas évident. On a tendance à être dans le don, un peu, dans cette aide, et encore plus toi, dans le métier que tu fais. Et on a tendance à oublier qu'il faut aussi prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est un truc que j'ai toujours dit, moi, en tant qu'éduc. Et c'est pas de l'égoïsme. Non, c'est pas de l'égoïsme. Et au contraire, c'est même hyper important de le faire. C'est vital, en fait. Toi, aujourd'hui, donc tu montes en entreprise. Ouais. C'est mal dit, entreprise, je trouve, pour ce que tu vas faire. Parce que ça fait un peu... c'est pas toi, hein, mais c'est... Tu montes quoi, ton cabinet Ouais, en fait, c'est un peu ça. En fait, c'est ça. C'est parce que je vais faire un partage de local, mais en fait, c'est ça. C'est un peu comme si j'ouvrais mon cabinet. Ah, tu partages ton... Trop bien. Voilà. Donc, tu ouvres ton cabinet. Voilà, c'est ça. Et dans ton cabinet, on pourra te retrouver pour faire quoi ? Pour faire de l'hypnose. De la thérapie orientée solution. C'est la thérapie qui s'oriente vraiment vers la solution, comme son nom le dit, et qui est moins centrée sur le problème. En fait, c'est une autre façon de voir les choses et que j'ai trouvé vraiment super en formation. Des fleurs de bac. Parce que ça m'a accompagnée. Sur les fleurs de bac. J'adore, mais c'est tellement... J'ai jamais tenté. J'avoue. Pourtant, j'en ai tenté des trucs. Hein. Alors, fleurs de bac, j'ai jamais tenté. J'ai eu un coup de cœur pour c'est quoi, ça. C'est les petites gouttes que tu mets sous la langue ? C'est ça, ouais. Et en fait, ça vient équilibrer le niveau émotionnel, le fait de venir aussi les choisir. Et je trouve que ça vient éveiller des choses, tu vois. Et le docteur Bach, il disait qu'en fait, toute notre vie, c'était comme un oignon. Et à chaque fois qu'on prenait des fleurs ou qu'on avançait sur soi, on venait enlever une couche. Mais c'est vrai. Et petit à petit, t'enlèves des couches. Pardon. Il est mort de rire. Pour arriver au cœur de toi. Au cœur de toi. Oui, mais finalement, dans toutes tes approches, ton but, c'est d'arriver au cœur de la personne, quoi. C'est ça. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand on est au cœur, on n'a pas de mauvaise surprise, hein. Tu vois, parce que moi, c'est ça lui, qui il disait qu'il fallait fin, pas trancher parce qu'il fallait pas arriver au cœur comme ça. Ça serait. Il disait que ça serait insupportable. On n'est pas prêt, en fait. C'est pour ça qu'on enlève. Après, le cœur, est-ce qu'on y arrive vraiment en une vie ? Je suis pas sûre. Mais on s'y en approche. Est-ce que tu peux dire à la fin de ta vie, ça y est, j'ai tout épluché, ma vie n'a plus de secret pour moi. Tout est bon, je sais tout, je me connais hyper bien. Je pense que le but, c'est d'enlever en fait le maximum de ces blessures, de ces croyances limitantes, de ces barrières qu'on se met parfois seul pour arriver à être le plus libre possible d'être soi-même. Je pense que c'est ça le but, tu vois. C'est une vraie question que je me pose en ce moment. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est là où c'est hyper important. Et le podcast sert à ça, c'est de découvrir chacun des visions. Non, je le dis pas qu'en rigolant. Je t'assure, ce matin, j'y pensais. Je me disais, est-ce que le but, et est-ce que de mettre justement ce but d'être toujours, de vouloir enlever des couches d'oignons, c'est pas aussi compliqué et on se met pas en galère ? Toi, c'était ça ma réflexion de ce matin. Je pense que des fois, quand on enlève une, tu peux trouver quelque chose dessous qui va te déplaire. C'est fort possible. Mais je pense que si tu viens travailler ce truc qui te déplaît, après, ce que tu verras derrière, ce sera encore mieux. Parce que des fois, quand on vient travailler des choses, on vient soulever d'autres problématiques. Ça bouge. Parfois, on vient remuer, moi, je dis des fois, un peu remuer le caca, tu vois. Je pense que c'est inévitable de remuer ça. D'accord. Tu vois, pour après y voir plus clair. Parce qu'effectivement, dans la vie, il y a des couches qui viennent se superposer et en fait, l'essence même, elle est un peu en dessous et tout vient être biaisé. Je pense qu'à un moment donné, il faut aller remuer un peu la merde. Je pense qu'il faut que ce soit un peu agité. Je pense que c'est des fois très compliqué d'arriver dans des situations comme ça où il y a des choses qui nous reviennent. Ah oui, quand j'étais petit, c'est passé ça et puis en fait, avec mes parents et puis ça et puis en fait, ceci, cela. Mais je pense qu'après, quand tu viens, il est tout à fait possible de venir régler des choses. Et derrière, ça te permet d'y voir plus clair, ça te permet d'être délesté Il y a des choses, des fois, c'est juste des croyances limitantes aussi. C'est des blessures, on peut en guérir. Et je pense que derrière, en fait, on est encore mieux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je comprends tout à fait et je trouve ça très intéressant. Je conseille à tout le monde de venir te voir. Et ton cabinet, il sera où ? Tu nous donneras un lien, on le mettra dans le... Ouais, je mettrai... Comme ça, il y a une page à venir. Voilà. Ah, ok, il y a une page à venir et ce sera dans le centre-ville de Toulon. Ah ! Pas loin de la place de la Liberté. Trop bien. Voilà. Trop bien. Donc, on pourra venir te voir. Moi, je vous conseille fort, Clio. Non, mais c'est vrai, parce que tu es dans une bienveillance et je pense que ça s'entend au micro de toute façon, dans ta voix, ça s'entend, et dans une douceur et une bienveillance qui, moi, en tant que patient, j'avoue, c'est parfait. Merci beaucoup. Gringasser, tu vois. Non, toi, t'as vraiment ça. Je conseille à tout le monde de venir te voir. C'est gentil. Clio, merci beaucoup d'être venue. Merci, Seb. C'est passé tellement vite, mais c'était trop cool de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Merci. Je vous dis à tous à la semaine prochaine. Si on se revoit la semaine prochaine.
si j'ai pas fait appel au SMUR. Les amis, on vous fait de gros bisous, à très bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.